Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Anne-Marie Richy. En août 2017, dans les Yvelines, 2 promeneuses découvrent les restes d'un corps démembré et calciné. 1 mois et demi plus tard, à 30 km de là, un homme inquiet pousse la porte du commissariat. Sa compagne de 68 ans a mystérieusement disparu. Les policiers ne le savent pas encore, mais ces 2 événements sont le point de départ d'une enquête hors norme, mêlant sexe, mensonge et jalousie. À découvrir dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Boulogne-Billancourt, une grande ville de la très chic banlieue ouest parisienne. C'est ici que vit Philippe Marchand. Il est chauffeur de taxi. Il aime les rencontres que l'on fait la nuit, en fait. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Tous ces gens que l'on ramène à des heures impossibles, où sans doute les conversations sont plus fluides. Ce qui lui plaisait, c'était de circuler comme ça, de rencontrer des gens différents. Sylvie Sézy-Caillet, avocate de la défense. Il dit que ça l'a beaucoup enrichi, ce métier-là. Il a rencontré beaucoup de personnes. Un homme simple, sans histoire, marié depuis 35 ans et père d'une grande fille. Il a une vie un petit peu transparente, il est en couple. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Il a un enfant. Il est généreux, celui sur qui on peut compter, l'époux sur lequel on peut compter, le père sur lequel aussi on peut compter. En 2014, à l'âge de 62 ans, Philippe Marchand prend sa retraite. Après avoir travaillé dur pendant toute sa vie, il décide de prendre enfin du bon temps. Cet ancien chauffeur de taxi qui avait une vie plutôt rangée. Virginie Selvetti, journaliste. 32 ans de vie commune, une fille, son travail. Au moment où il prend sa retraite, il décide de changer complètement d'horizon. La retraite, ça a été pour lui une espèce de je sais pas, il y a des verrous qui ont sauté pendant toute sa vie. Il s'est auto-censuré, je pense, beaucoup. Cet homme, jusqu'ici fidèle à sa femme, lui annonce qu'il aimerait tenter les rencontres libertines. Il dit à la mère de sa fille que du jour au lendemain, il a des envies de liberté et qu'il va aller voir ailleurs. Il s'en explique et lui fait comprendre que c'est un peu l'envie, le besoin qu'il éprouve maintenant, arrivé à la retraite. Mais pour autant, il souhaite poursuivre la vie commune avec elle. Elle refuse et c'est finalement elle qui le quitte. Philippe Marchand se retrouve donc célibataire à 62 ans et se lance. Il crée des profils sur les réseaux sociaux et sur les sites de rencontres dans l'espoir d'attirer des femmes et de multiplier les conquêtes. Philippe Marchand n'est pas un canon de beauté, mais c'est un séducteur. C'est quand même un ancien sportif, c'est quelqu'un qui courait, c'est un homme qui est resté assez svelte. Il est assez coquet, quoi. Il aime assez faire attention à lui. Il est décrit par tous comme étant extrêmement sympathique, plein d'humour, attachant. Le succès est au rendez-vous. Et l'homme multiplie les rencontres sans lendemain. Il rencontre des femmes, surtout des femmes de son âge, qui sont soit veuves, soit divorcées, qui sont en demande affectivement. C'est un séducteur de carte vermeille. Anne Bouillon, avocate des parties civiles. Il aime les femmes apprêtées, et puis c'est un beau parleur, il sait se tenir, il a des manières, il est bien éduqué. Il a un petit succès, et puis après il les draille, et puis ça marche, des fois ça marche.
Philippe Marchand enchaîne les rendez-vous. Mais en décembre 2015, un de ses amis le convie à une partie fine en compagnie d'une femme à la retraite elle aussi. Elle s'appelle Anne-Marie Richy. Elle a 65 ans. Ils se rencontrent à la faveur d'une soirée un petit peu olé olé, un petit peu libertine. Alors Anne-Marie Richy est la maîtresse de son amie et elle les convie dans son appartement. Ils vont avoir une relation tous les trois. Anne-Marie Richy pratique à l'occasion le libertinage. Cette ouverture d'esprit séduit Philippe Marchand qui s'entiche de cette femme et lui exprime son envie de la revoir. Et en fait, lui, c'est quand même un homme à femme. Il enchaîne les relations, des fois plusieurs en même temps. Mais là, il tombe quand même sur quelqu'un qui a un côté un petit peu femme fatale. Ils arrivent à ce point de leur vie, à ce point de la soixantaine où en fait tout match entre eux. Lui, il la trouve jolie, il la trouve élégante, il la trouve cultivée même. En fait, il est un petit peu ébahi, un petit peu sous le charme de cette femme qui a un bagage culturel, je dirais, un peu supérieur au sien. Et il tombe follement amoureux d'Anne-Marie Richy. Anne-Marie, elle aussi, est séduite par l'ancien chauffeur de taxi. Ils se plaisent mutuellement et donc ils vont décider d'entamer une vraie relation amoureuse. Ils vivent un amour presque comme le vivent les adolescents. Ils sont follement amoureux l'un de l'autre, une histoire passionnelle. Ils sortent tous les soirs, ils vont au restaurant. Un goût commun pour le libertinage, une attraction physique et intellectuelle. Très vite, Anne-Marie Richy rend les clés de son appartement pour emménager chez Philippe Marchand à Boulogne-Billancourt. C'est un couple qui marche très bien, comme le dit Philippe Marchand, d'abord sexuellement, mais c'est aussi un couple qui très vite se trouve très bien ensemble et très amoureux. Si bien que Anne-Marie va venir vivre chez Philippe Marchand. Après 1 an et demi de vie commune, en juillet 2017, le couple décide même de se marier. Anne-Marie l'annonce en grande pompe sur les réseaux sociaux et elle photographie même sa bague. Il y a l'annonce sur Facebook à un moment donné qu'ils vont se fiancer. Il est dit à leur entourage qu'ils vont finir par se marier à Las Vegas. Ça fait partie des projets du couple, comme d'acheter une autre maison. Là, ils louaient quelque chose dans le sud ensemble pour partir, pour aménager leur retraite un peu différemment. Des projets à deux, des voyages, une vie sexuelle épanouie, un bonheur sans nuages qui va brutalement s'arrêter le 16 octobre 2017. Ce jour-là, Philippe Marchand pousse la porte du commissariat. Il est inquiet. Il est sans nouvelles de sa compagne depuis plusieurs jours. Philippe Marchand se rend au commissariat de Boulogne-Billancourt pour déclarer la disparition d'Anne-Marie Richy. Devant le policier, Philippe explique avoir été hospitalisé quelques semaines. Mais lors de son retour au domicile, Anne-Marie est absente et ne répond plus au téléphone. Voici 8 jours qu'elle s'est volatilisée. Philippe Marchand va montrer aux policiers les derniers messages d'Anne-Marie Richy en date du 8 octobre où elle lui explique qu'elle est à Cambrai, dans le Nord, et qu'elle rentrera quelques jours plus tard. Sauf que quelques jours plus tard, Anne-Marie Richy n'est pas rentrée. Et Philippe dit même, elle a laissé toutes ses affaires chez moi quasiment, donc je suis inquiet, je viens signaler cette disparition. Voilà, c'est ce qu'il fait. Le policier rédige un simple procès-verbal d'audition, ce qui bien sûr ne déclenche aucune enquête. Après tout, la disparue est majeure et elle est libre de ses mouvements. Dans la tête des policiers à ce moment-là, on se dit, ok, très bien, monsieur, en fait, elle vous a quitté. Elle s'est tirée avec un autre type ailleurs et basta, quoi. L'hypothèse, c'est qu'elle finira bien un jour par donner des nouvelles pour venir chercher ses affaires chez Philippe. Elle est bien plus que majeure, elle a plus de 60 ans, donc comme il est d'usage, ils prennent la déposition, mais en tout cas, il n'y a pas une enquête très fouillée qui est menée. Les jours, puis les mois s'enchaînent sans que rien ne se passe. Anne-Marie a littéralement disparu. Philippe Marchand relance régulièrement le commissariat, en vain.
Philippe Marchand, il est de plus en plus inquiet. Il se demande ce qui a bien pu devenir sa compagne, celle qui partageait sa vie. Cette disparition est quand même très étrange pour tout le monde, pour tout son entourage. Et donc ça intrigue vraiment, ça intrigue tout le monde. Mais ça va durer 2 ans, cette histoire. Sans nouvelles d'Anne-Marie. Près de 2 ans s'écoulent sans le moindre signe de vie d'Anne-Marie. En mars 2019, Philippe Marchand envoie un message à un autre service de police spécialisé dans la recherche des personnes disparues. Philippe Marchand va finir en fait par faire un email, mais cette fois-ci non plus au commissariat. Il va écrire directement à la BRDP. La brigade de répression de la délinquance à la personne. Et c'est un service qui est d'un niveau supérieur au commissariat du coin. En disant, voilà, écoutez, je n'ai toujours pas de nouvelles concernant la disparition de Anne-Marie Richy. Est-ce que vous pourriez me tenir au courant de savoir où en sont les recherches ? Les enquêteurs de la BRDP se présentent fin mai 2019 au domicile du couple dans l'espoir d'y découvrir des indices, des éléments susceptibles d'éclaircir la disparition d'Anne-Marie. Ils veulent savoir où elle est passée, à quoi correspond cette histoire de disparition. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Et donc, ils vont finir par aller voir Philippe Marchand. Ils se rendent au domicile, ils constatent qu'il y a encore des vêtements, ses affaires sont là. Philippe, qui n'a touché à rien, attendant le retour d'Anne-Marie, a conservé dans sa salle de bain sa brosse à dents. Une brosse à dents, des vêtements. Par chance, Philippe Marchand a conservé tous les effets d'Anne-Marie. Les enquêteurs y prélèvent de l'ADN afin de le comparer avec celui des personnes retrouvées mortes, mais sans identité. Une fois que les enquêteurs sont en possession de cet ADN, ils peuvent le rentrer dans le fichier national automatisé. Le fameux FNAEG, pour voir si ça correspondrait pas à quelqu'un ou un corps qu'on aurait trouvé dans telle ou telle région. Et là, coup de théâtre. L'ADN d'Anne-Marie Richy match avec celui d'un corps non identifié. L'enquête prend alors une toute autre direction. L'actualité à Paris et en Île-de-France nous conduira à Vernouillet dans les Yvelines où un corps a été retrouvé calciné avant-hier dans un endroit isolé. D'après les témoignages que nous avons recueillis, eh bien cet endroit sert souvent de décharge sauvage. Fin août 2017, Vernouillet. C'est dans cette petite ville de la région parisienne que 2 promeneuses repèrent les restes d'un foyer à proximité du chemin des Poiriers. Elles s'approchent et distingue avec horreur ce qui pourrait ressembler à un crâne humain et une cage thoracique. Effrayées, elles appellent la police. Une équipe est immédiatement dépêchée sur les lieux de cette macabre découverte. Sur place, les enquêteurs retrouvent sous des pneus les restes d'un corps en partie calciné. Le corps se présente en fait de manière désordonnée. Il y a là un bras, là une jambe, la tête n'est pas non plus au bon endroit. Il y a un crâne, une partie de tronc, un pied. Ce qui rajoute d'autant plus à l'horreur. Arrivée à son tour, la police scientifique confirme qu'il s'agit bien de restes humains. Un squelette presque au complet, mais dans un état de décomposition très avancé. C'est une sorte de puzzle macabre. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Que vont devoir résoudre les policiers, les enquêteurs, les médecins légistes. Suite aux premières constatations, les policiers ont une certitude. Le corps a été brûlé sur place, à l'aide de vieux pneus et d'un combustible. Le témoignage d'un promeneur est formel. Le tas de pneus était encore intact le 20 août
soit 11 jours avant la découverte macabre. Le corps a donc forcément été déposé dans cet intervalle. Immédiatement, cette information fait tilt dans la tête des enquêteurs. Dans un premier temps, les médecins légistes pensent qu'il doit s'agir du corps d'un enfant ou d'un adolescent. Virginie Selvetti, journaliste. Nous sommes en pleine affaire Maëlys, cette petite fille qui a été enlevée par Nordal Lelandais. Donc au départ, les enquêteurs pensent peut-être avoir retrouvé le corps de cette petite fille. Ce corps calciné pourrait-il être celui de Maëlys? La taille du squelette correspond à celui de la jeune fille disparue en Isère lors d'un mariage. 4 jours déjà que la France retient son souffle et vit au rythme des battues organisées pour retrouver Maëlys. Le squelette de Vernouillet est immédiatement transporté à l'Institut médico-légal. Et là, le mystère s'épaissit un peu plus. En effet, les analyses révèlent que le corps n'a pas seulement été brûlé. Selon les légistes, certaines blessures semblent avoir été faites pour empêcher ou du moins retarder l'identification de la victime. Il y a des fractures au niveau des côtes, il y a aussi des fractures au niveau de la mâchoire, des dents qui sont cassées. On voit notamment entre la vertèbre C3 et C4, dans le cou, la tête a été tranchée. Autre information importante, compte tenu de l'état du corps, les causes de la mort sont, selon les médecins, impossibles à déterminer. Ce corps, en état de décomposition avancée et quasiment totalement calciné, est envoyé au laboratoire d'hématologie de Bordeaux pour établir un profil génétique. Pour tenter de découvrir qui est leur victime, les experts effectuent une étude sur les ossements. Et les résultats sont sans appel. Ces restes humains ne sont pas ceux de la petite Maëlys. Mais alors, à qui peuvent-ils appartenir ? La gendarmerie scientifique apportera des précisions sur la taille de l'individu. Donc 1,53 m à plus ou moins 4 cm confirmera qu'il s'agit du corps d'un individu de sexe féminin qui aurait entre 50 et 70 ans. Un appel à témoins est lancé sur les réseaux sociaux, sans succès. L'ADN de la victime est entré dans le fichier FNAEG et enregistré comme anonyme. Le mystère va rester entier jusqu'en mai 2019. Grâce au prélèvement effectué chez Philippe Marchand, les policiers ont désormais la certitude que le corps de Vernouillet est bien celui d'Anne-Marie Richy. L'affaire n'est donc plus une disparition inquiétante, mais un homicide volontaire, et l'enquête est confiée à la police judiciaire de Versailles. Qui pouvait bien souhaiter la mort de cette femme sans histoire ? Les enquêteurs vont du coup effectivement mettre les bouchées doubles à ce moment-là. Les policiers de la PJ vont reprendre un peu le dossier à zéro. Il n'y a pas grand-chose parce que l'enquête était on ne peut plus sommaire à l'époque. Dans ce genre d'homicide, l'enquête s'intéresse tout d'abord à l'entourage de la victime. La téléphonie d'Anne-Marie montre une femme très seule, sans amis et avec très peu de contacts familiaux. Les enquêtrices de la brigade criminelle vont naturellement procéder à une audition de Philippe Marchand. Le couple qu'il formait avec Anne-Marie était-il réellement sans nuage, comme il l'a prétendu 2 ans plus tôt, lorsqu'il signalait sa disparition ? L'ex-compagnon va très vite avouer qu'il existait en réalité de nombreuses tensions dans le couple à cause de son infidélité. Anne-Marie Richy, pendant quelques semaines, quelques mois, je ne sais trop, se prête évidemment à ce libertinage. Isabelle Théier, psychiatre, expert judiciaire. Et puis elle va tomber amoureuse. Et donc, progressivement, elle ne veut plus de libertinage. Lui, il en veut encore. Lui, il ne voit pas pourquoi, puisqu'ils se sont connus sous le sceau de ce libertinage. Anne-Marie Richy ne le souhaite plus et devient de plus en plus jalouse.
En fait, tout ça part un petit peu sur un malentendu parce que Philippe Marchand imagine qu'il va pouvoir continuer à vivre sa vie de patachon, enchaîner les maîtresses, les liaisons, etc. Elle comprend très vite que Philippe continue à passer son temps sur les applications de rencontres, qu'il visiblement, il voit d'autres femmes un peu dans son dos et donc elle comprend très vite qu'il ne changera jamais. En fouillant dans le passé d'Anne-Marie, les enquêtrices vont découvrir que l'infidélité de Philippe fait écho à un drame survenu 35 ans plus tôt. Un drame qui a rendu Anne-Marie veuve et son fils unique, Olivier, orphelin. Mon père, il faisait, entre guillemets, il travaillait à la RATP et puis il faisait des extras, donc il conduisait des cars. Olivier Cambrai, fils d'Anne-Marie. Et malheureusement, une fois, il a couché avec une des passagères du car. Ma mère l'a su. Et là, ça a commencé à partir en live à ce moment-là. Et je devais avoir, je sais pas, 6 ans, ouais. Ma mère, elle en a toujours voulu à mon père, jusqu'à la fin de sa vie. Et elle en a toujours voulu. Elle n'a jamais accepté ça. Donc, au bout d'un moment, la pression, je pense qu'elle était trop forte pour lui. Et il a dit, c'est bon, j'arrête. Parce qu'il voyait qu'avec ma mère, il n'y avait plus rien à espérer, quoi. Donc il a dit, c'est bon, ça suffit. Donc un coup de carabine qui s'est loupé. Et après, il s'est pendu. J'allais avoir 14 ans. Même encore maintenant, je vois encore très bien la scène. C'est pas facile à gérer tout ça. Parce que j'avais oublié beaucoup de choses. C'était tellement simple d'oublier, de mettre tout de côté. L'adolescent appelle les secours, tente de décrocher son père, mais il est trop tard. Évidemment, là, ça a signé la dislocation de la famille. Anne Bouillon, avocate des parties civiles. Et Olivier a été confié à ses grands-parents paternels. Elle a été, on va dire, entre guillemets, elle a été la cause du décès de mon père. C'est complètement idiot de penser ça. Mais c'est ce que moi, je ressentais. Et c'est ce que ma famille m'a dit pendant des années. C'est ce qu'on m'a dit. Il m'a dit, c'est de la faute de ta mère si ton père est mort. Tout ça, et ça fait que, après, inconsciemment, j'ai pratiquement coupé les ponts avec ma mère. On se parlait pas beaucoup. Pendant des années, Olivier refuse donc tout contact avec sa mère, la jugeant responsable de la mort de son père. Anne-Marie, brisée, tente de se reconstruire. Mais sa vie sentimentale continue d'être frappée par de nombreux drames. Premier mariage, mon père se suicide. Deuxième mariage, mon beau-père, il meurt d'un AVC, je crois, ou un truc comme ça. Troisième ami, ça c'est le troisième, pareil, il meurt aussi. Et là, c'était la descente aux enfers pour elle. Et c'est ça qui la faisait aussi tomber en dépression, parce que c'était une grande dépressive. Au bout de 3, le troisième, c'était la fin. Alors là, elle est descendue dans des dépressions, mais pharaoniques. Anne-Marie, dépressive. Un élément du dossier le confirme. L'analyse toxicologique du cadavre de Vernouillet montrait une très forte consommation de venlafaxine, un puissant antidépresseur. De plus, en examinant le dossier médical de la victime, les enquêtrices découvrent plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, dont un, au moins, dès le début de sa relation avec Philippe Marchand. Lors de son audition, il va confirmer la dépression de sa compagne et raconter une bien étrange tentative de suicide. Elle lui fait un scandale et elle lui dit qu'elle s'est introduit une pipette d'eau de Javel dans le vagin. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Donc avec les dégâts que ça peut causer sur l'organisme. Et donc c'est quasiment un acte d'automutilation. Elle appelle les secours en disant qu'elle s'est effectivement injecté une pipette d'eau de Javel dans le vagin. Sylvie Sézikeye-Caillet, avocate de la défense. C'est pour appeler au secours, en fait, parce que se suicider de cette manière-là, je ne crois pas que ce soit d'une efficacité extrême. Philippe Marchand, voyant ça, va
évidemment vouloir mettre le holà en disant « Oh là là, c'est quoi cette histoire? Elle est fragile, elle est malade, ça ne va pas du tout, je ne veux plus être avec elle. » Et au fond, elle va le solliciter, y compris quand elle est à la clinique, et Philippe Marchand m'expliquant qu'à chaque fois, elle savait le rattraper avec des mots doux, en étant beaucoup plus calme, en lui disant combien elle l'aime. Et il m'explique qu'à chaque fois, il revenait vers elle. Le couple conclut alors un pacte. Si Anne-Marie respecte sa médication, Philippe, lui, promet de restreindre ses infidélités. Monsieur Marchand lui met un peu, je dirais, le marché entre les mains, c'est-à-dire elle doit prendre ses médicaments, elle doit se faire suivre, sinon ça ne va pas être possible. Et là, alors, on peut envisager une vie commune. Le pacte a-t-il été respecté? Les enquêtrices en doutent. En consultant les réseaux sociaux, elles découvrent que Philippe n'a en réalité jamais cessé d'être volage. Et il entretient même, depuis 2017, une relation parallèle avec une certaine Claudine qui habite en Normandie. Philippe va faire ce qu'il fait depuis toujours, c'est qu'il va revenir sur les sites de rencontres. Il va tomber sur une certaine Claudine qui a à peu près le même âge, qui très vite tombe sous le charme de Philippe. Et donc, assez rapidement, cette femme va devenir sa maîtresse attitrée. Et cette femme, il peut partir la rejoindre un week-end entier ou une semaine. Stéphane Manka, journaliste spécialiste des faits divers. Donc effectivement, là, à ce moment-là, Anne-Marie, il lui fait subir l'infidélité en la laissant seule. Une concurrence qu'Anne-Marie aurait très mal vécue. Si, jusqu'ici, sa place n'était pas en danger, elle doit désormais lutter pour trouver grâce aux yeux de Philippe. Et tous les coups sont permis. Elle va sentir que ce n'est plus une femme de passage, comme il y en a eu tant d'autres, mais visiblement la maîtresse numéro 1. Comme elle est assez habituée des réseaux sociaux, elle va envoyer des insultes, des messages de menaces, des choses assez graves, en fait, à sa rivale. Miss Normandie, faut lâcher le morceau, cela devient très très pénible, ok? À force d'espérer, on finit par se dessécher. Et Philippe Marchand, il fait rien du tout pour arrêter ça. Bien au contraire, il entretient cette idée de ce qu'elles sont nombreuses là à se livrer concurrence pour remporter le morceau. Et le morceau, c'est lui. Il y a des scènes où il peut être en conversation avec Claudie et puis passer Claudie au téléphone à Anne-Marie et à leur dire « débrouillez-vous entre vous pour savoir laquelle va finalement gagner et laquelle va m'emporter ». Et en juillet 2017, Anne-Marie publie sa victoire sur sa rivale. Philippe lui a promis le mariage, une parole qui sonne comme la fin de l'infidélité. Je voyais sur les réseaux sociaux, parce que les enfants, ils regardent sur les réseaux, donc ils me donnaient des nouvelles. Ah, regarde, mamie, elle va se marier. Ah bien, c'est bien, tant mieux. Elle refait sa vie, elle vit, voilà, c'est bien, tant mieux. Puis elle n'avait pas un visage, sur ces photos-là, elle n'avait pas un visage dépressif, elle était bien, elle était jolie, quoi. Elle était jolie. En juillet 2017, un mois avant sa disparition, Anne-Marie Richy offre donc le visage d'une femme enfin heureuse et apaisée. Mais en épluchant la téléphonie de Philippe, les enquêtrices découvrent qu'il n'a jamais cessé d'être en contact avec sa maîtresse, même après la disparition d'Anne-Marie. Les policières voit dans cette fréquentation un mobile. Aurait-il voulu se débarrasser d'Anne-Marie pour fréquenter librement cette fameuse Claudine? Pour répondre à cette question, les enquêtrices vont placer Philippe Marchand sur écoute téléphonique durant plusieurs mois dans l'espoir de recueillir des confidences. Il se dit très inquiet. Virginie Selvetti, journaliste. Que ce soit auprès de ses proches, de son ex-compagne, de sa fille, de son meilleur ami. Qu'elle était assez fragile psychologiquement. Et le fait qu'elle ait pu mettre fin à ses jours, vu son passif au niveau psychiatrique, psychologique, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Le mobile de la maîtresse ne semble pas sérieux. Rien dans les conversations de Philippe Marchand ne laisse penser qu'il pourrait être lié de près ou de loin
à sa disparition. À première vue, le retraité au casier judiciaire vierge n'a pas le profil du tueur sanguinaire ou du dépeceur. D'ailleurs, c'est lui qui, depuis des mois, relance la police afin de retrouver sa compagne. C'est celui qui a déclaré donc une disparition inquiétante. C'est le compagnon qui s'est inquiété effectivement de ne plus avoir de nouvelles de sa compagne en 2017. Il a plus de 60 ans, je crois 65 ans, absolument aucune antériorité judiciaire. Dans mon souvenir, rien. Ou peut-être un excès de vitesse, je suis même pas sûre. De surcroît, Philippe a un alibi. Hospitalisé dès le 22 août 2017 pour une fracture du col du fémur, il a été pris en charge par le SAMU. Et il ajoute que c'est Anne-Marie qui les a reçus. Il va raconter qu'il était dans l'appartement avec Anne-Marie Richy, qu'il est tombé, qu'il s'est cassé le fémur, qu'elle a appelé les secours, qu'elle a ouvert au secours et qu'elle est partie. Mais un grain de sable va mettre à mal cet alibi. Interrogé par les enquêteurs de la PJ, l'équipe de secours n'a pas les mêmes souvenirs que le retraité. On va demander au brancardier, celui qui est venu le chercher, l'homme dit « Bon, ça fait 2 ans, c'était il y a 2 ans, mais moi je me souviens pas, pour moi je me souviens d'un monsieur seul. Le monsieur était seul chez lui. » Si Anne-Marie n'était pas avec Philippe Marchand le soir de son accident, alors où se trouvait-elle ? Pour le savoir, les enquêtrices disposent d'un ultime recours, son compte bancaire. Et en épluchant ses dépenses, elles vont faire une découverte incroyable. Depuis sa disparition, Anne-Marie a continué d'encaisser sa retraite et elle aurait utilisé très régulièrement sa carte de crédit. Ce qui est tout bonnement impossible, puisque les enquêteurs savent maintenant qu'Anne-Marie Richy est décédée depuis 2 ans. Tout porte les enquêtrices à croire que c'est en réalité Philippe Marchand qui utilise les comptes de la défunte. Les enquêteurs vont se concentrer sur l'étude des mouvements bancaires de Philippe Marchand. Et là, ils vont découvrir plusieurs choses. Tout d'abord que Philippe Marchand utilisait très peu sa carte bancaire. Que toutes ses dépenses, il les faisait avec la carte d'Anne-Marie Richy. Il y a des dépenses de restaurant qui ont été faites sur les lieux de séjour de Philippe Marchand. Anne Bouillon, avocate des parties civiles. Que ce soit à Boulogne-Billancourt ou en Normandie ou dans le sud de la France. Anne-Marie, qui était censée être à Cambrai, ne dépense pas d'argent durant tout le temps de l'hospitalisation de Philippe Marchand. Sa carte fonctionne le lendemain de sa sortie d'hôpital. Donc il y a un lien direct. Les enquêtrices ont désormais la certitude que Philippe Marchand dépense l'argent d'Anne-Marie depuis sa disparition. Et un achat retient particulièrement leur attention. Le 22 août 2017, jour même de la disparition d'Anne-Marie, sa carte bancaire est utilisée dans un magasin de bricolage. On va découvrir que le jour de la disparition d'Anne-Marie, il va faire des achats avec la carte bleue de la disparue, et pas n'importe quels achats, parce qu'il s'agit de desktop, de sacs de gravats et de scie. Et de scie, ça fait tilt dans l'esprit des enquêteurs. Un achat plus que compromettant aux yeux des policières, compatible avec le rapport d'autopsie et la description du corps démembré. Ce qui fait que l'étau se resserre inexorablement sur lui à ce moment-là et que son cas paraît scellé. Les mensonges répétés, les incohérences de son alibi, l'utilisation de la carte de crédit d'Anne-Marie pour brouiller les pistes, Philippe Marchand devient suspect numéro 1. Le 15 octobre 2019, au petit matin, Philippe Marchand fait face aux enquêtrices dans les locaux de la PJ de Versailles. Il est accompagné par son avocate. Par expérience, je sais que quand ils interpellent quelqu'un, c'est qu'en général, ils ont vraiment des éléments à charge probants. Sylvie Sézikaye-Caillet, avocate de la défense. C'est quelque chose que je lui fais comprendre. Je lui dis, voilà, si les policiers sont venus vous interpeller ce matin et vous placer en garde à vue, il faut vous attendre à ce qu'ils puissent vous dévoiler des éléments à charge contre vous. Et les enquêtrices vont d'abord informer Philippe de la découverte du corps d'Anne-Marie.
Au début de sa garde à vue, Philippe Marchand nie toute implication dans la disparition d'Anne-Marie et maintient qu'elle s'est volatilisée, qu'elle a dû disparaître volontairement. C'est pas un bandit de grand chemin, Philippe Marchand. Il n'a pas l'expérience des gardes à vue en matière criminelle, mais... Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Au départ, il est assez coriace. Il reste sur ses positions. Il n'a rien à voir, de près ou de loin, avec la mort de sa compagne. Dès le début de son audition, l'accusé nie catégoriquement être l'auteur du meurtre. Mais au bout de quelques heures, les policiers le confrontent à l'achat effectué dans le magasin de bricolage. Philippe Marchand commence à craquer. Il y a un élément, je dirais, déterminant, c'est qu'avec les tickets de carte bleue, on sait exactement à quelle heure et à quel endroit il a fait des achats. Et on sait notamment qu'il est allé acheter au magasin Bricorama du matériel et qu'il a acheté également un bidon d'essence à la station-service. Là, il comprend. Il comprend qu'il est coincé. Stéphane Manca, journaliste spécialiste des faits divers. Il a cette phrase en disant « Je savais pas qu'on pouvait être aussi précis ». La messe est dite d'une certaine manière. Et il fait ses aveux. Devant les enquêtrices, Philippe va enfin raconter la vérité et révéler comment il a plongé dans la spirale du mensonge et du crime. Tout commence le 22 août 2017 au matin dans son appartement. Une dispute éclate au sein du couple. Selon Philippe Marchand, l'élément déclencheur, c'est Anne-Marie Ritchie aurait ruminé une espèce de colère toute la matinée sans qu'il comprenne vraiment de quoi il s'agissait. Elle était comme ça, prostrée sur le canapé. Et puis, à un moment donné, comme une furie, elle se lève, elle se précipite sur lui, elle tente de l'étrangler. Et en fait, il dira que c'est la première fois qu'elle était violente physiquement vis-à-vis de lui. Ça n'était jamais arrivé. Il est pris à la gorge, c'est en tout cas ce qu'il décrit. Je serais assez encline à le croire. Isabelle Théier, psychiatre, expert judiciaire. Et du coup, il la prend à la gorge. Et voilà ce couple symbiotique, fusionnel, qui s'étrangle l'un l'autre. Et ça va durer, dit-il, 1 minute. 1 minute. 1 minute, c'est 60 secondes. Chacune de ces secondes, il avait la possibilité d'arrêter et de desserrer son étreinte. Il ne l'a pas fait. Elle l'étrangle, il l'étrangle et finit par la tuer. Une fois qu'il a constaté le décès d'Anne-Marie Ritchie, il y a 2 solutions qui s'offrent à lui, il n'y en a pas 36. Soit il appelle la police, soit il efface ce qu'il a fait. Il prend la décision froide, rationnelle, réfléchie, de basculer dans l'horreur la plus absolue. Comment assumer ce que je viens de faire au regard de mon ex-femme, de ma fille, de mon frère, de ma mère, de mes amis? Parce que ça voulait dire qu'il allait évidemment perdre leur estime, même leur amour, leur amitié, etc. Et c'était inenvisageable pour lui. Et en fait, ce qui va du coup commander ces actes, c'est de faire disparaître le corps pour ne pas avoir à assumer, à dire « j'ai tué Anne-Marie Ritchie ». Et il va se couper de sa part d'humanité. Il faut faire disparaître ce corps. Il va s'en donner les moyens. Il est midi lorsque Philippe Marchand s'empare de la dépouille d'Anne-Marie et la porte jusqu'à sa salle de bain. Il la dépose dans la baignoire et il décide de la démembrer. Pourquoi le démembrement? C'est parce que aussi, pour des raisons purement pratiques, de transport du corps. Philippe Marchand, il a un petit gabarit en réalité, lui aussi. C'est pas évident de transporter, il fait même pas 1m65. Et à partir de là, il commence à expliquer ce qui va être tout simplement une journée d'horreur. Virginie Selvetti, journaliste.
À ce moment-là, Philippe Marchand lui aurait mis la tête dans la baignoire, aurait incisé la carotide pour qu'elle se vide de son sang. Il va faire s'écouler le sang dans la baignoire, en mettant le cou d'Anne-Marie. Et ça devient un homme pragmatique. C'est inassumable, je deviens pratique. Et puis il va aller faire ses courses chez Bricorama. À 18h30, Philippe Marchand arrive au magasin de bricolage. Il achète le nécessaire pour se débarrasser du corps avec la carte bancaire d'Anne-Marie. Et puis il rentre chez lui et il se met à la besogne et il exécute ses bases œuvres de manière tout à fait réfléchie. Il a bien compris qu'il fallait faire disparaître le panoramique dentaire, il fallait faire disparaître les empreintes digitales. En revanche, le démembrement, il ne peut pas m'en parler, il ne veut pas m'en parler. L'expert dira qu'on voit bien que ça a été compliqué, que ça a été très difficile et comme chaque fois que quelqu'un, évidemment, n'a pas de connaissances en anatomie, c'est aussi ça qui est d'autant plus abominable, je dirais, c'est que ça a été sans doute tellement abominable que, je pense qu'il a occulté beaucoup de choses de cette phase-là. Aux environs de 23h, Philippe Marchand quitte son appartement et il charge les sacs contenant le corps d'Anne-Marie dans le coffre de sa voiture. C'est en plein mois d'août, dans une résidence à Boulogne, il n'y a absolument personne. Donc il prend l'ascenseur, il arrive au sous-sol et il transbahute les sacs poubelles qu'il met dans son coffre, flanqué évidemment de son bidon d'essence. Et puis il part, il ne sait absolument pas où. Et il m'expliquera, j'ai pris le premier embranchement, il prend l'autoroute de l'Ouest, il dépasse Versailles, il sort de l'autoroute, il va un peu dans la campagne, il avise des gens du voyage, des roulottes, et puis un peu plus loin, un petit sentier sombre. Il arrive sur ce petit chemin à Vernouillet. Anne Bouillon, avocate des parties civiles. Il n'y a rien de bucolique, c'est une espèce de décharge à ciel ouvert. Avec, me dit-il, un amas de pneus. Je dis, mais pourquoi vous arrêtez là où il y a des pneus? Chose que j'ignorais, il m'explique, pour la combustion, ça aide à la combustion. Il va s'organiser un bûcher. C'est-à-dire qu'il va mettre les sacs, le reste d'Anne-Marie, il va placer des pneus en dessous, des pneus au-dessus, pour que ça prenne mieux, dit-il. Froid et méticuleux, Philippe Marchand déroule son plan. Mais le scénario va bientôt lui échapper. Et puis, le feu ne part pas. Donc, il s'approche du feu. Et là, explosion, ce qu'on appelle un effet blast, avec un effet de souffle qui le fait reculer en arrière et tomber par terre. Et là, au bout de 2 secondes, il se rend compte qu'il ne peut pas se relever. Et il constate qu'il s'est cassé le col du fémur. Il fait preuve d'un sang-froid absolu parce que les médecins légistes diront qu'avec une fracture du col du fémur, il est impossible de se déplacer. Lui, non seulement il se déplace, mais il arrive à conduire son véhicule sur 30 km. Il utilise sa main gauche pour mouvoir sa jambe gauche pour passer l'embrayage. Et vaille que vaille, qu'un, il parvient à retourner chez lui à Boulogne. Et il est rentré chez lui en rampant et a appelé les secours à 4h du matin. Il se fait hospitaliser, il est tout de suite opéré donc, pour cette fameuse fracture de hanche. Il est ensuite envoyé très rapidement en rééducation et là, il fait un infarctus. Bref, il revient après tout ce parcours hospitalier et très rapidement, ni vu ni connu, il continue sa course folle, non sans, malgré tout, aller signaler la disparition d'Anne-Marie Richie à la police. Et durant plus de 2 ans, son plan fonctionne. Dans la salle d'interrogatoire, Philippe Marchand est passé aux aveux. Mais les enquêtrices doivent les confronter, ces aveux, par des éléments concrets.
La police scientifique se rend alors dans l'appartement de Philippe Marchand et confirme qu'il s'agit bien du lieu du crime. Quand la police technique et scientifique débarque dans l'appartement, c'est la caverne d'Ali Baba. Ils vont passer le Blue Star, qui est un procédé chimique pour révéler les traces de sang, et ils vont découvrir, notamment dans la salle de bain, au niveau de la baignoire, des joints de la baignoire, des traces de sang. Il y a à peu près tout ce qu'ils attendaient. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Il y a les scies qui correspondent à la manière dont a été découpé le corps. Il a quand même vécu 2 ans et demi dans l'appartement. Olivier Cambrai, fils d'Anne-Marie. Ça ne l'a pas choqué, hein. Tout va bien. Quant au lieu où Philippe Marchand a fait disparaître le corps, l'étude du GPS de son véhicule va confirmer qu'il était bien à Vernouillet le 22 août 2017 au soir. Ils s'aperçoivent qu'il a quitté son domicile de Boulogne-Billancourt aux alentours de 23h15, qu'il a mis à peu près 50 minutes pour se rendre à Vernouillet, que là, il y reste une vingtaine de minutes avant de revenir à son domicile de Boulogne-Billancourt. Ses aveux terminés, Philippe Marchand raconte être soulagé auprès de son avocate, soulagé de ne plus avoir à mentir et de cacher sa culpabilité auprès de ses proches. Et en fait, il dit je savais plus comment me sortir de cette affaire parce qu'il aurait pu se débarrasser aussi de tous les effets personnels qui étaient restés chez lui. Sylvie Sézikeye-Caillet, avocate de la défense. Les éléments sur lesquels il savait très bien qu'on pouvait retrouver de l'ADN. Donc, d'une certaine manière, c'est comme s'il avait envie de se faire prendre. Et je me souviens très bien d'ailleurs, en garde à vue, le soulagement que ça a été pour lui. À la sortie de sa garde à vue, Philippe Marchand est placé en détention. Reste maintenant à prévenir les proches d'Anne-Marie, et en particulier son fils unique, Olivier. À l'annonce de la nouvelle, il est anéanti. Je rentre du travail, je vois la voiture de gendarmerie devant la maison, et je dis « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Et... Monsieur Cambrai, oui. Madame Richy, vous connaissez? Bah, je dis oui. Il me dit c'est qui pour vous? Bah, je dis c'est ma mère. Je dis pourquoi? Il y a un problème? Qu'est-ce qui se passe? On vient vous avertir avant que vous l'appreniez par les médias que votre mère a été assassinée. C'est ma mère quand même. Même si j'avais pas de contact, ça reste quand même ma mère. Et lorsqu'il apprend les circonstances de la mort de sa maman, Olivier est sous le choc. Ben, je le vois avec un ciseau à bois en train d'y casser les dents. Lui couper les bouts de doigts avec un ciseau. Et ça, dans la tête, ça passe en boucle. Hein. Ça passe en boucle pendant des mois et des mois et des mois. Hein. Pendant des mois, on pense qu'à ça. On pense qu'à ça. Et après, il l'a découpé. Il l'avait complètement déshumanisé. Et en vrai, c'était plus rien pour lui. C'était plus rien. Il s'est débarrassé d'une chose. Je savais plus quoi en faire. Quoi en faire. Comme si c'était une chose qu'on balançait. On met à la poubelle et terminé. L'enterrement d'Anne-Marie a lieu le 14 mai 2021, près de 4 ans après sa mort. J'avais choisi son cercueil. Quand elle est arrivée au cimetière, on n'était pas nombreux, hein, mais quand elle est arrivée au cimetière, rien qu'à faire déplacer le cercueil, j'avais l'impression d'entendre que ça se promenait quoi dedans. Ils n'ont pas retrouvé la moitié du corps. Là, il n'y a rien du tout. Ça aussi, tout ça, c'est terrible à vivre. C'est terrible, hein. C'est terrible. Parce que là, je sais pertinemment qu'il n'y a rien du tout. Anne-Marie Richy, assassinée, démembrée, brûlée, pour une simple dispute conjugale. Les enquêteurs en doutent. Ils ne croient pas trop à la thèse du coup de folie servi par l'accusé. Le mobile pourrait-il être financier ? Un élément conforte en tout cas cette thèse. Après le meurtre, Philippe Marchand vit littéralement au crochet de ses victimes. Ce qui aggrave encore le cas de Philippe Marchand, c'est la façon dont il a vécu après ce meurtre. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Non seulement il l'a dissimulée, il tente de la faire passer pour vivante. En fait, il va se substituer à elle. Il profite de ses finances, il pille comme un pilleur de tombes sur son compte bancaire plus de 28 000 €
sur les quelques mois jusqu'à son interpellation. Et donc il vit au crochet de celle qui l'a tué. Avec la carte bancaire d'Anne-Marie, Philippe effectue des retraits, offre des fleurs et des restaurants à de nouvelles conquêtes. En 2 ans, il dépensera près de 30 000 € du compte d'Anne-Marie, contre seulement 4 000 du sien. C'est quelqu'un qui est économe. Donc ça veut dire qu'il avait sans doute là la possibilité de moins toucher à ses économies. Et effectivement, il le dira que c'était pour continuer à la faire vivre. Il explique que c'était normal de lui piquer son pognon en vrai. Tant qu'il y en avait, pourquoi pas? C'est normal, il y a du pognon, je m'en sers. Il a poussé le vice à aller se faire payer le restaurant à ses amis avec le compte de ma mère. Donner le change, faire croire qu'Anne-Marie est encore en vie, au cas où un jour, la police vérifie ses comptes. Mais Philippe Marchand va encore plus loin dans la dissimulation. Pour tromper son entourage, il fait croire qu'il a de temps en temps des nouvelles de sa compagne. Il se faisait appeler avec le téléphone. Non mais ça va pas, non? Il appelle son ami Pierre qui vient chez lui en lui disant « Attention, Anne-Marie m'a dit qu'elle allait revenir ce soir récupérer des affaires. Viens m'aider s'il te plaît. » Donc évidemment, tous les deux sont dans l'appartement à attendre Anne-Marie qui bien sûr ne se présentera jamais. Une course qui l'oblige à relancer régulièrement la police pour mieux conforter son alibi, jusqu'à son dernier message en mars 2019 qui, ironie du sort, va le conduire à sa perte. Je lui ai dit, mais vous avez conscience que c'est vous, en fait, qui avez relancé la procédure donc, pour disparition inquiétante et c'est comme ça qu'on vient vers vous. Il m'a dit, c'est un grand soulagement. Ça y est, je suis libérée et maintenant je vais devoir assumer mes responsabilités. Philippe Marchand est mis en examen pour meurtre, recel et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Son procès s'ouvre le 6 mars 2023 devant la cour d'assises des Yvelines. Il risque jusqu'à 30 ans de prison. Au regard du crime, tout le monde s'attend à voir juger un monstre froid et manipulateur. Mais Philippe Marchand va plaider le coup de folie, l'accès de fureur face à une compagne devenue un démon. Elle était folle. Anne-Marie était folle, elle était invivable, elle lui faisait vivre l'enfer. Il n'a de cesse, y compris à l'audience, de dire que Anne-Marie Ritchie est folle, qu'elle est hystérique, qu'elle est bipolaire. Anne Bouillon, avocate des parties civiles. Qu'elle souffre de troubles de la personnalité et que finalement, lorsqu'il la tue, on est presque sur une scène de légitime défense. Les gens disaient, on dit que c'était de la faute de ma mère. Si elle en est arrivée à ce point-là, c'est de sa faute à elle. Uniquement de sa faute. Lui, non. Lui, c'est parce qu'elle l'avait poussé à bout. Selon l'accusé, c'est la violence d'Anne-Marie qui l'aurait conduit à faire ressortir sa propre violence. Une cruauté refoulée depuis l'enfance. Pour moi, les clés de la compréhension de ce qu'il a pu faire se trouvent vraiment dans son enfance et sa jeunesse. D'abord, son père était alcoolique et violent. Isabelle Théier, psychiatre, expert judiciaire. Il a assisté à beaucoup de violences interconjugales et intrafamiliales. Il en était lui-même l'objet. Il y a une part sombre, je pense, en chacun de nous. Et parfois, un événement fait qu'on peut basculer. À la barre, Philippe Marchand se présente comme victime de son passé, comme de sa compagne. Mais ces accusations vont se retourner contre lui. Interrogé sur ses sentiments au moment d'enflammer le corps d'Anne-Marie, Philippe Marchand avoue seulement avoir pensé à une chanson. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de la carbonisation du corps? Il dit, j'ai pensé à Johnny Hallyday, allumer le feu. Pourquoi vous avez pensé à ça? Je sais pas. Et là, on a notre avocate. Elle dit, Monsieur Marchand, vous avez allumé le feu. Vous étiez content, vous avez pensé à Johnny Hallyday. Mais je vais vous en chanter une autre, moi. Requiem pour un fou, parce que c'est ce que vous êtes un fou. Philippe Marchand est finalement condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Il ne fait pas appel. Un soulagement pour les proches de la victime.
Olivier, il a fait en sorte que la dépouille d'Anne-Marie soit inhumée à côté de chez lui. Et là, il va lui rendre visite tous les jours. Et paradoxalement, ils n'ont jamais été aussi proches, même physiquement, depuis qu'Anne-Marie est décédée. Et au cimetière, là où ma maman est enterrée, la tristesse, beaucoup de tristesse, beaucoup de choses qui ont été de temps perdu. De temps perdu. Et ça, le temps perdu, on ne pourra plus jamais le rattraper. Plus jamais. C'est fini. C'est terminé. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. Hein. On s'en remet pas. On s'en remet pas. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Si la vie les a séparés pendant de longues années, Olivier a toujours du mal à faire le deuil d'Anne-Marie, sa maman. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.